Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG. Vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une initiative forte sur le plan local et national. Mais cette semaine spéciale JO, et oui, Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça approche à grands pas et on en parle avec Marine Plantec. Salut Marine. Bonjour Patrice. C'est parti pour le sommaire, cher ami. Il a porté les couleurs de la France haut, très haut. Thibaut Collard, médaille de bronze à Rio en avion, est l'invité du MAG aujourd'hui. Le natif de Fontainebleau excelle maintenant en triathlon. Il vous dit tout dans un instant. Chez les Collards, le sport, c'est une véritable religion, bien plus qu'une passion, un véritable art de vivre. D'où leur vient ce goût de l'effort, de la performance. Quelle est la plus-value de la pratique sportive dans leur vie personnelle, mais aussi sur le plan professionnel? Élément de réponse avec notre invité dans un instant. Et puis la loupe au programme dans 10 minutes. Avec Marine, on parle de la famille Bénard cette fois, avec Monique qui a 87 ans et qui est présidente d'un club d'aviron, évidemment, en Bretagne. Ah, c'est magnifique. Pas d'âge pour ramer, de 7 à 87 ans. C'est parti. Et Thibaut Collard nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans le MAG. Salut Thibaut. Salut. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Je disais, effectivement, médaillé de bronze aux Jeux de Rio en avion. C'était sur quelle discipline? C'était en 400 barreurs pour léger. Alors c'est un peu technique, un peu spécifique. Et vous êtes 4, c'est ça? On était 4, ouais. Il n'y avait pas de barreur et on n'avait qu'un aviron par rameur. Et tu es désormais data scientist à la Fédé d'aviron. C'est quoi data scientist? Ouais, je suis ingénieur, je traite les données. On fait des protocoles de récupération sur les données d'entraînement, données de compétition. Et on essaie après de sortir des rapports pour essayer d'augmenter la performance, plutôt orienté sur le haut niveau du coup. Mais tout ce qui touche aux données aujourd'hui sur le sport de haut niveau, on voit qu'il y a beaucoup cette appétence sur les données, un peu dans tous les domaines. Parce que oui, c'est vrai, dans tous les domaines, dans tous les sports, mais avec une véritable plus-value concernant le rameur à proprement parler, mais aussi le bateau? Oui, tous les bateaux, on essaie d'instrumenter les rameurs. Sur l'aérodynamique surtout? Ouais, on a fait des tests aussi en soufflerie, on fait des tests un peu partout pour faire tous les gains, un peu tout ce qui est gains marginaux, justement pour aller chercher les dernières médailles sur les Jeux. Et puis il y a toujours une densité extrêmement importante, donc il faut aller chercher les dixièmes, les centièmes qui peuvent transformer la médaille en chocolat en médaille d'or, médaille d'argent. J'ai quand même le sentiment que chez les Collards, le sport est une véritable religion. Tout le monde est sportif à la maison? Ouais, on a eu cette éducation-là depuis qu'on était petit. Ouais. Et puis de papa et de maman? Ouais, plutôt le papa, mais après la maman l'a suivi aussi. Pas eu le choix. Nous, on est né dedans aussi, donc on n'a jamais eu la pression de faire de l'aviron, mais on est venu un peu naturellement aussi à ce sport-là. Et puis, le sport, l'aviron, c'est avec ton frère, c'est ça? Ouais, on a fait chacun. Ma sœur aussi a fait de l'aviron. On est tous passés par le haut niveau. Ouais. On a tous fait des médailles au niveau international. Et puis j'ai eu la chance de faire un bateau spécifiquement avec mon frère. Et c'était une super expérience. On a été champion de France ensemble. Et donc c'était vraiment des émotions assez fortes. Et la petite sœur maintenant excelle aussi en cyclisme? Et ouais, elle a fait une saison chez les pros. Maintenant, elle a un peu arrêté sa carrière. D'accord. Elle était plutôt sur le monde professionnel. Mais ouais, elle a fait un passage chez les pros en cycliste et ça a fait une bonne expérience aussi pour elle. Mais il y a quoi? Il y a des mises au vert chaque été? On se retrouve, on va pédaler, on fait de l'aviron, on fait du triathlon, pourquoi pas? Ouais. Ça recoupe toutes les disciplines. Non, l'hiver, l'été, on va toujours faire un peu de sport, toujours en famille, c'est toujours sympa. Et puis, quand on va rouler, on aime bien rouler. Maintenant, on a tous nos vélos, donc... Ça reste compétitif, les entraînements entre frères et sœurs, ou... Non, pas trop, quand même. Les niveaux, moi, j'ai continué un peu plus poussé qu'eux, donc j'essaie de les modérer un peu, parce que sinon, après, ils pleurent. C'est bien. Il nous regarde, je te préviens, effectivement, il ne peut pas répondre. Est-ce que ça te titille quand même les JO? Parce que c'est vrai qu'on a parlé avec beaucoup de sportifs, c'est forcément la maison. Toi, tu as tiré un trait bien sûr sur ta carrière, mais est-ce que tu avais quand même ça dans un coin de la tête en te disant c'est dommage que ça arrive en 2024, parce que c'est vrai que ça aurait pu être le Graal pour moi de concourir face aux meilleurs mondiaux devant ma famille? Ouais. Moi, j'avais pensé à continuer ma carrière à la base après Rio. Moi, je me voyais continuer peut-être jusqu'à Los Angeles ou après, quoi. C'est juste que là, ça a été compliqué après sur l'Olympiade de Tokyo. Et j'ai voulu faire une année de césure, justement, où j'ai voulu faire un peu de triathlon, mais plus pour faire une pause mentalement. Et quand j'ai voulu rattaquer en 2021, à la rentrée, en fait, je me sentais plus faire de l'aviron. Et c'était vraiment en termes de plaisir que je trouvais plus de plaisir à la pratique de l'aviron. Donc c'est pour ça que j'ai voulu arrêter. Et je me suis dit... C'est arrivé d'un coup ou tu l'as senti monter semaine après semaine et... T'as eu du mal à l'identifier du coup?
Ouais, Marre de ramer, quoi. ouais, marre de ramer et puis marre aussi de l'ambiance, c'est assez stressante et toujours aussi en prise pour essayer d'aller chercher les performances, comparer aux autres et aller chercher ses qualifs dans le bateau. Donc c'est toujours un environnement stressant. Après, on est aussi mis pour sortir de notre zone de confort pour progresser. Hein. Mais Ça a été dur de prendre cette décision. T'en as parlé avec ton frère, avec ta sœur, avec ta famille? Non, pas spécialement. Je pense après le sport, c'est quand même le sport de haut niveau, ça c'est auto-centré, mais je pense que j'ai jamais été poussé par un événement extérieur pour faire de l'aviron et je me sentais plus continuer, donc j'ai pris la décision avec moi-même. J'en ai discuté un peu, mais je j'attendais pas un aide extérieure pour pouvoir prendre cette décision-là. C'est une décision que j'ai prise par rapport vraiment purement au plaisir, quoi. À partir du moment où j'ai plus le plaisir, je voyais plus l'intérêt de continuer, quoi. Bronzé en 2016, quel souvenir tu gardes de cette compétition? Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui était présent à mes côtés. J'avais notamment ma mère, mon frère, mon cousin, mon oncle. Et donc, je pense que ça fait vraiment ça qui a permis de profiter encore plus de la médaille. Et puis, la spécificité aussi, c'est que nous, en aviron, on est la première semaine des Jeux. Et donc, forcément, quand tu as la médaille après la première semaine, tu as une semaine pour profiter des autres épreuves, de profiter de la plage, en plus, à Rio. Oui, il y a pire, je pense. Ouais. Donc, non, c'était une expérience incroyable. On s'en rend compte aussi une fois qu'on revient en France. Après, il y a eu vraiment cette émotion qui vient après la médaille où tu as l'impression qu'il retombe. Et justement, le fait d'avoir des proches, de profiter d'eux, c'était un moment extra sportif qui était aussi très intense et vraiment incroyable. On met du temps à redescendre, on arrive à se mettre dans sa bulle ou c'est compliqué tout au long de la compétition? Comment ça se passe en aviron? Ouais, bah, je pense que moi j'ai eu de la chance parce que en K4, les 3 mecs qui étaient avec moi dans le bateau, ils étaient plus expérimentés. Donc ils m'ont guidé un peu tout au long de la compétition. Et c'est vrai qu'il y avait un peu cet esprit de dire on essaie de se mettre dans notre bulle, mais c'est l'univers des jeux. On peut jamais, la bulle elle va exploser à un moment donné, il y a trop de pression médiatique, il y a trop de choses. Il faut juste réussir à lâcher prise pour prendre du recul sur la situation et se dire qu'à un moment on va perdre le contrôle, mais c'est pas grave, on reste le plus possible focus dans la compète. On essaie de contrôler le maximum de paramètres tout en te disant bon. Là-dessus, va falloir lâcher prise, effectivement. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup de travail de prépa mentale à faire avant ces compétitions. Et le fait d'être hyper bien encadré, c'est pour ça aussi, ça s'est très bien passé, quoi. Et la prépa mentale, ça se travaille comment dans ta discipline? Bah, ça se travaille un peu au quotidien. En faisant d'autres sports? En faisant d'autres exercices? Ouais, plutôt en faisant d'autres exercices. Vraiment, on avait des séances dédiées à la préparation mentale, où après on réutilise les exercices pendant les entraînements pour pouvoir se préparer à la compétition. Mais on avait des séances dédiées, un peu comme des séances de yoga, mais vraiment orientées sur du travail mental, quoi. Il y a une petite voix, tu écoutais ta petite voix? Je sais que certains sportifs de haut niveau ont cette petite voix. Comment on l'apprivoise? Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on l'écoute vraiment? Ouais, comment ça se passe? Bah, si, il y a toujours beaucoup de pensées pendant une course, mais pendant l'entraînement, il faut faire la part des choses et c'est vraiment réussir à se concentrer sur le moment présent, pas se concentrer sur ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Quand on loupe un coup d'aviron, il faut pas se focaliser dessus, il faut penser au coup suivant. Il faut rester dans ton match, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et vraiment se dire, essayer de mettre la machine au rang optimum pour délivrer la meilleure performance, quoi. C'est vraiment se concentrer, en tout cas pour moi, c'est un peu, je regarde pas la ligne d'arrivée parce qu'elle me paraît tellement loin, mais je regarde le coup qui arrive et ça me permet de faire passer les mètres plus rapidement, quoi. Et en même temps, il faut pas trop regarder non plus ses adversaires? Ouais, c'est une très mauvaise chose. C'est compliqué. Tu regardes pas la ligne d'arrivée, tu regardes pas non plus les adversaires. Tu dois rester focus, mais où? Ouais. Moi, j'ai regardé une fois les adversaires pendant la finale. Ouais. Et mais ils étaient loin. Et en fait, j'ai l'impression qu'on était hyper bien placés. Et quand je regarde, je vois qu'on est dernier. Enfin, on était 4e ou 5e. Et je dis, bon, là, j'arrête de regarder, ça sert à rien. Ça met un stress supplémentaire. Ouais. Et juste, j'ai essayé de faire ramer les collègues qui étaient derrière et d'avoir en fait un mouvement collectif le plus abouti possible. Justement, les collègues qui étaient derrière toi, ta position préférentielle, c'était d'être devant. Et est-ce que cette position, elle est capitale? Je connais pas bien l'aviron, elle est capitale. C'est toi qui lead, c'est toi qui donne le tempo, qui donne le rythme? Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu une sorte de management un peu avant les Jeux, où normalement, moi, j'étais aux positions 2 ou 3, où ça dépendait des courses. Et en fait, 2 semaines avant qu'on parte, le coach qui m'a mis au chef de nage, ça s'appelle. Donc, c'est celui qui fait le rythme du bateau. Ça a été un choix un peu... C'est le patron, quoi. Ouais, on fait ça. Ouais, je crois. Si, mais j'aime pas trop ce mot-là, mais ouais. Ouais, mais bon, moi, je le dis pour toi. T'étais le patron. Et ouais, il faut réussir à sentir ce que font les autres pour essayer de faire un geste qui convient à tout le monde. Et en même temps, il faut imposer son rythme parce que sinon, personne ne peut suivre. Si 4 rameurs ils rament différemment, le bateau il avance pas. Souvent on dit 1+1 fait pas forcément 2 en aviron. Ouais. Et il y a vraiment cette unité à trouver et cette uniformité qui est assez importante en plus dans un bateau à 4. Et c'est vrai que le chef de nage, j'ai pris ce poste un peu au pied levé, avec très peu d'appréhension justement parce que j'avais des collègues qui étaient très expérimentés. Et en se disant vraiment,
on a toujours à perdre, mais vraiment, il y avait cet esprit d'aller chercher le plus loin possible, sans se préoccuper de l'enjeu de la médaille ou l'enjeu des Jeux. Et comment le parfait, ça justement, cette osmose, cette cohérence tous les quatre, comment on arrive à sentir son bateau, comment on arrive à sentir sa glisse? C'est beaucoup de travail qu'on fait en stage. Donc sur une année des Jeux, on part un peu moins de 300 jours en stage. Donc ça fait qu'on passe plus de temps avec ses coéquipiers qu'avec sa compagne. Sa famille, sa compagne, ouais. Donc c'est un peu dur des fois mentalement, mais le fait de faire beaucoup de kilomètres ensemble, ça permet de créer quelque chose de technique, un mouvement technique en aviron qui est bien réalisé. Et puis aussi le côté, tout l'à côté de la vie, d'apprendre à vivre avec les autres, qui fait que quand on monte sur l'eau, on sait tous dans la direction où est-ce qu'on va aller, quoi. Le propre des champions, c'est de ne pas réaliser deux fois la même erreur. Toi, tu étais fort justement pour analyser tes propres erreurs. Et est-ce que c'était compliqué à analyser? Ouais, c'est toujours dire. En fait, ce qui est difficile, c'est le travail de l'émotion, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Quand on perd une course, quand on fait une contre-performance, on s'en veut beaucoup à soi-même. Et ça, c'est difficile d'appréhender ça, surtout quand on est jeune, je pense. Et après, avec la maturité, on arrive à apprendre de ses erreurs. Et je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration qu'on a aussi à côté extra-sportif. Moi, je dis beaucoup la phrase de Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends, quoi. Mais je ne perds jamais, quoi. Et c'est vraiment cet esprit-là dans le sport et puis dans la vie en général qu'il faut avoir. Mais c'est difficile quand on est jeune de... Mais alors, tu as le sentiment que tu as appris plus souvent de tes défaites ou de tes victoires? On apprend tout le temps plus de ses défaites que de ses victoires. C'est ce qui est dur. Même si c'est plus dur. Ouais. Parce que des fois, quand on gagne, on ne sait pas vraiment pourquoi on a gagné. On a tellement travaillé, qu'on a tellement la tête dans le guidon, qu'on a du mal à avoir cette image de recul et de se dire quels sont les critères qui ont été bien réalisés pour arriver à la victoire. Alors que quand on perd, assez rapidement, on voit les erreurs qu'on a fait et qui nous ont conduit à la défaite. Et après, il faut avoir cette perspicacité pour... Oui, mais parfois, quand on perd, on se retrouve aussi souvent plus seul. Déjà parce qu'on se replie sur soi-même. Quand il y a la victoire, il y a plus de lumière. C'est aussi plus facile. Ça aussi sécrète d'autres hormones, j'imagine, du bonheur. C'est plus facile à avaler. Quand on perd et que ça ne va pas, souvent, on se retrouve tout seul. Ouais, alors je pense que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça parce que j'ai ma famille du coup qui était très orientée dans le sport et c'est vrai que j'ai une relation. On en revient à la famille Collard. J'ai une relation avec mon père qui était aussi très privilégiée et c'est vrai que moi il m'a beaucoup apporté, notamment quand je perdais et qui m'a beaucoup aidé à analyser les courses, analyser les défaites et à prendre du recul justement par rapport à tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui dans le triathlon, effectivement, ta nouvelle passion, que tu ne trouvais plus dans l'aviron? C'est la diversité ou... Il y a beaucoup ce sentiment de liberté qu'en aviron on avait un peu moins parce qu'on est très guidé par rapport à la logistique. Il y a deux choses. Il y a déjà la liberté de partir en vélo, on peut faire beaucoup de kilomètres. Des fois on fait une sortie de 180 km, donc on a le temps de voir du pays. Marine, oui je sais, j'ai fait les mêmes yeux que toi, moi aussi. Ouais. On a le temps, oui, on a le temps de voir du pays. Ouais. Moi je vois du pays au bout de 5 km, tu sais, et je m'arrête. Et puis l'autre aspect du triathlon que j'aime beaucoup, on ne retrouve pas forcément en natation, mais sur la course à pied et le vélo, on sort de chez soi et on commence directement l'entraînement, quoi. En aviron, il faut se rendre sur le lieu d'entraînement, sortir le matériel, laver le matériel, l'entretien. Ça prend beaucoup de temps en termes de logistique. Finalement, pour 1h30, 2 heures d'entraînement en aviron, on a passé 4 heures de sa journée à faire du sport, en tout cas à perdre du temps, entre guillemets. Alors qu'en triathlon, on s'équipe, on part de chez soi et c'est parti, le chrono, Et c'est parti, tu te fais mal tout de suite. Tu dis qu'en aviron, tu avais perdu le sens de faire les choses pour toi-même. C'est-à-dire c'est plus sur le côté du plaisir, en fait, c'est que les contraintes, elles étaient devenues trop importantes. Il y avait beaucoup de choses où tu as des projets où tu dis je voudrais ramer avec un tel, mais au final, ce qui guide le haut niveau, c'est la performance. Donc tu rames rarement avec des gens avec qui tu as envie de ramer de base, et c'est vraiment orienté sur la haute performance, quoi. Et après, il y a le management qui a été fait, qui était pour moi assez dur à encaisser, qui était avec une grosse pression, parce que finalement, on venait des Jeux de Rio avec en aviron, on était la meilleure catégorie, les meilleurs en poids léger. On avait fait une médaille d'or en double poids léger, ils avaient fait une médaille d'or Jérémy et Pierre, et nous en 400, on fait médaille de bronze. Donc sur les deux disciplines poids léger, on avait fait carton plein. Et on arrive à Tokyo, on qualifie même pas le bateau, donc ça a été très dur à gérer. Et on avait des grosses individualités qui étaient très fortes sur le papier. Et on n'a pas justement réussi à composer ce bateau qui, 1+1, a fait avancer un bateau rapide, quoi. Est-ce que tu as mis du temps à trouver tes sensations en triathlon et comment on les trouve? Parce que
Moi, j'en ai jamais fait, mais effectivement, ça va être quand même très particulier de passer d'une discipline à l'autre à chaque fois, de passer de la nage à la course et après au vélo. Je pense là-dessus, l'aviron, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est un sport qui est justement où il y a beaucoup de sensations, on a besoin d'être beaucoup à l'écoute du bateau. Et le triathlon, au final, je me suis senti un peu comme un poisson dans l'eau parce que, déjà, on faisait quand même un peu de vélo, un peu de course à pied aussi dans la préparation physique pour l'aviron. Mais j'ai retrouvé aussi un peu cette sensation de glisse qu'on avait dans le bateau, dans la natation. Et vraiment, c'était quelque chose d'assez naturel pour moi du triathlon. Finalement, j'ai jamais arrêté le sport, donc finalement, la transition, elle a été naturelle et facile, en tout cas pour moi. Et puis aussi, le fait quand tu découvres une nouvelle discipline, tu te mets pas d'enjeu de performance, quoi. Forcément, tout ce que tu prends, c'est bon à prendre. Et tu vas sur les courses, enfin moi j'allais sur les courses avec beaucoup de détachement et sans pression, donc ça c'était hyper agréable par rapport à l'aviron où quand tu as fait une médaille, forcément tu veux aller plus loin et tu as une attente hyper élevée, quoi. Là c'est en amateur le triathlon? Toujours encore cette année, ouais. Enfin, je fais encore des. Toujours encore, c'est-à-dire que c'est qu'une question de temps. Hein. J'aimerais bien décrocher une licence professionnelle, en tout cas pour faire les courses chez les élites. Il y a des courses où. C'est compliqué. Il y a un quota qu'il faut respecter. Il est un peu. Un quota, un nombre de points, un nombre de courses gagnées, faut faire. Ouais, en fait, il faut finir dans un classement par rapport à des labels Ironman. Il faut finir dans les 20 premiers et être à 8% du temps du vainqueur. Mais du coup, si tu fais une course et que le vainqueur, je dis n'importe quoi, c'est le champion du monde d'Ironman, forcément être à 8% du temps, c'est pour ça que c'est pas hyper équitable en fonction des courses où tu t'inscris. D'accord. Et il faut être inscrit sur une course où il y a des professionnels qui courent, quoi. La loupe avec notre professionnel, il s'agit de Marine Plantec. Marine, aujourd'hui, tu nous parles de cette incroyable présidente de club d'aviron. Oui, elle n'a pas 7, mais elle a bien 87 ans. Elle a 87 ans. Et elle ne semble pas vouloir ralentir. Et pour cause, début décembre, elle a décroché la médaille d'argent au championnat de Bretagne Indoor à Lorient. Monique Bénard est la présidente de l'Aviron Mer Concarneau, situé dans le Finistère, c'est ma région. Un club qui a déjà plus de 10 ans d'existence. En plus de ses sorties quotidiennes en mer, Monique prend soin de sa santé en faisant régulièrement des séances d'ergomètre. Elle parcourt une distance de 5000 mètres tous les jours dans son salon. On l'écoute parler de son amour pour la mer et l'aviron. Pour moi, l'aviron, c'est une drogue, c'est une passion. C'est un sport complet que j'ai pratiqué pendant plus de 30 ans. Et en équipage, c'est une joie, c'est un échange. On va vers le large et la mer est toujours changeante. Elle peut être comme un lac jusqu'à l'horizon bleu. Mais ça peut être des vagues avec des creux. Et là, on s'amuse. On monte sur la vague et on glisse ensuite avec elle. C'est magique. Notre sport est ouvert aussi au handicap. Et nous avons, parmi nos rameurs, un aveugle. Il est aussi bien en 4 barrés, en double et en solo, très encadré. Nous sommes ouverts. L'aviron est un sport qui est ouvert pour tous, à tout âge. C'est un sport magique. L'Aviron Mer Concarneau et ses 46 adhérents se retrouvent chaque jour sur la plage pour réaliser jusqu'à 3 sorties par jour. Cette année, le club compte presque autant d'hommes que de femmes. Plus globalement, le club accueille les jeunes et favorise l'inclusion, comme en témoigne comme en témoigne la présence depuis plus d'un an d'un membre atteint de cécité. C'est l'émotion, c'est Monique. Tu la prends dans ton équipe, Monique, ou pas? Oui, je pense que c'est un bel exemple en tout cas de persévérance et puis le sport de toute façon c'est hyper important à tout âge, donc c'est une belle image de sport. L'aviron, tu en fais encore? Je t'ai pas posé la question. Et tu arrives à trouver du plaisir du coup quand c'est pas en compétition? Tranquille, en bateau, pépère ou... Je pense qu'en aviron, c'est impossible maintenant. C'est impossible. Ouais. En fait, t'as tellement un niveau d'exigence que quand tu remontes sur l'eau, en fait, tu veux forcément aller... Ouais. Et puis ça met du temps, en fait. Il faut refaire 10 km. Il faudrait que je refasse une 120, 130 km par semaine pour pouvoir retrouver du plaisir, quoi. Alors ça m'arrive dans le cadre de mon travail où des fois on fait des tests sur des poliches pour voir sur la coque comment ça glisse, etc. D'accord. Mais plus dans un objectif scientifique que vraiment un objectif de sport ou d'entraînement, quoi. Tu es ingénieur aujourd'hui. Tu as toujours eu ce rapport, cette approche scientifique avec ton sport, avec tes sports? Ouais, je pense parce qu'aussi au niveau de ma formation en aviron, vu que c'est un sport quand même qui est très amateur,
On a besoin d'avoir un double projet et un double cursus, donc universitaire et puis sportif. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un DUT informatique après l'INSA. Et c'est vrai qu'il y a aussi... INSA à Lyon, ouais. Ça a été compliqué de faire les deux? C'était compliqué, oui, c'est toujours compliqué parce que c'est des études quand même qui demandent beaucoup d'investissement. Et quand on fait de l'aviron, il y a aussi beaucoup, à haut niveau en tout cas, il y a beaucoup d'investissement. Donc j'ai un peu débordé, on va dire, sur mon nombre d'années d'études. Mais j'ai eu la chance d'un super département à l'INSA qui m'a permis de le faire et qui avait des directeurs d'études qui comprenaient complètement les contraintes que j'avais à l'entraînement et qui m'ont beaucoup aidé pour réussir d'une part mes études, mais aussi d'autre part à m'épanouir dans ma vie en général, qui est hyper important pour aller faire de la haute perf. Tu vas finir coach? Non, je pense pas. C'est vrai? Je me posais un peu les questions. Moi, j'ai quand même le sentiment, et moi je te connais pas, mais j'ai lu quand même pas mal de choses sur toi, j'ai quand même le sentiment, et aussi avec ton approche, que tu as tout pour faire un excellent coach. Ouais. On a dû te le dire, je suis pas le premier à te le dire, non? Ouais, c'est vrai. C'est une question que je me suis À la Fédé, ils t'ont pas posé la question? Si, ouais. Ah, mais... on y va, quand même. Après, je m'éloigne un peu de mon domaine d'études aussi, donc j'ai aussi envie d'aller creuser un peu cette voie-là. Donc data scientist pour l'instant, vous avez compris, et on verra dans quelques années. Ah là, c'est ça. C'est ça? Après, oui, il y a des exemples aussi un peu dans le triathlon, notamment où il y a des ingénieurs qui sont un peu orientés sur le coaching de triathlon, notamment avec la méthode norvégienne. C'est quoi la méthode norvégienne? C'est beaucoup sur l'entraînement au niveau des seuils, enfin en termes de physiologie, où ils prennent justement énormément de données, ils relèvent beaucoup de données avec Christian Blumenfeld et Gustav Iden, qui sont les champions olympiques de Tokyo, et aussi champions du monde d'Ironman. Qui d'ailleurs, eux, c'est les premiers dans l'histoire du triathlon à avoir fait ça la même année. Et c'est vrai qu'ils ont une approche très scientifique et très orientée sur la donnée. Donc à la base, c'est un ingénieur et en fait, c'est lui qui les coach. Et c'est vrai que ça donne des idées pour la suite. Et pourquoi pas transférer ça à l'aviron, ça pourrait être intéressant, quoi. Pourquoi toujours cette envie, ce sentiment profond d'avoir envie de se dépasser, de repousser les limites? On a quand même le sentiment que c'est inscrit dans l'ADN de la famille Collard. Ouais. Ça t'a aidé? Est-ce que quelque part ça a été parfois aussi un fardeau? J'ai jamais senti ça comme un fardeau, personnellement. Après, le dépassement de soi, déplacer les limites, c'est quelque chose qu'on a toujours eu dans la famille, parce que c'est un peu le challenge, côté challengeant, que ce soit au niveau de la fratrie, mais plus au niveau de chercher à donner le meilleur de soi-même, quoi. Mais ça reste ludique? Ça reste très ludique. En fait, c'est vraiment pour pas avoir de regrets, quoi. Il y a vraiment cette dimension de se dire, est-ce que je suis allé au bout des choses? Est-ce que j'ai tout donné, quoi? Et de se dire, une fois que tu as tout donné, même si tu as perdu, tu peux pas avoir de regrets parce que tu as donné le maximum, quoi. Et c'est vraiment cette idée de ne pas avoir de regrets, de faire des choix qui sont ce qu'ils sont. Des fois, on fait des bonnes décisions, des fois, on prend des mauvaises décisions. Mais dans tous les cas, il faut réussir à pas avoir de regrets. Et même si on a pris des mauvaises décisions, apprendre de ces erreurs-là pour continuer de progresser et aller de l'avant, quoi. Est-ce que ta vie de sportif de haut niveau et le sport de manière générale t'a aidé, toi, on parlait de tes études, t'a aidé justement à te structurer pour tes études? Ça a été difficile, je pense, parce que je pense comme beaucoup de jeunes, j'ai toujours été plus passionné par mon sport que par mes études. Je pense que si j'avais pas été poussé par mes parents et notamment par ma mère au niveau des études, je pense que ça aurait été plus compliqué. Donc j'ai eu vraiment cette chance d'être dans une famille où il y avait le côté un peu le paternel qui nous a orienté un peu sur le sport ou qui nous a appris en tout cas les valeurs sportives. Et puis ma mère, elle aussi, qui a fait l'INSA, qui avait cette formation d'ingénieur et qui nous a toujours dit dans la vie il faut avoir pas une roue de secours, mais en tout cas avoir quelque chose qui va faire que derrière vous pourrez faire ce que vous voulez dans votre vie. Et on a toujours été beaucoup poussé par le côté scolaire qui est toujours très important, quoi. Puis d'ailleurs c'était d'abord le côté scolaire qui était prioritaire par rapport au sport, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu as 18 ans, qu'on te propose des horaires aménagés, que tu peux t'entraîner 5-6 heures par jour, après mettre le nez dans les bouquins, c'est pas toujours facile. Ouais, fallait trouver les nerfs, fallait trouver l'énergie, effectivement. Toi, tu adorais gagner ou tu détestais perdre? Moi, j'adorais plutôt m'entraîner. Enfin, j'adore toujours m'entraîner. Gagner ou perdre, c'est pas que je vois pas de différence, mais c'est vrai que le fait d'être au milieu de la fratrie, j'ai toujours eu un grand frère, donc j'ai toujours eu quelqu'un qui était plus fort que moi, quoi. Et j'ai toujours eu cette vision de dire, c'est pas que je gagne jamais, parce que ça m'est arrivé de gagner, mais de dire, je me rapproche le plus possible du meilleur, quoi.
Et je me suis jamais trop considéré comme un vainqueur de quelque chose, mais plus comme quelqu'un qui aime pratiquer le sport et qui aime bien voilà, être livré à moi-même et puis faire ma pratique aussi et puis partager aussi avec d'autres gens. Mais vraiment, c'est le côté sportif qui m'attire le plus que la victoire ou la défaite. Ouais. Les JO à Paris 2024, ça approche à grands pas. Tu vois ça avec une certaine distance ou tu as hâte d'y être? Tu vas voir ça avec quelle casquette? Casquette d'ancien athlète, d'amoureux de sport? D'avoir ça en famille? D'amoureux de sport, ouais, mais j'ai plus peur pour l'instant vraiment pour les jeux sur la façon dont ça se présente, en tout cas au niveau. Pour la famille de l'aviron? Pour la famille ou pour les jeux en général? La famille du sport français, j'ai un peu l'impression où il y a quand même. Nous, on est un peu en difficulté au niveau de la Fédé d'aviron, mais j'ai vraiment cette impression qu'on n'est pas les seuls. On voit aussi Kevin Meyer qui n'arrive pas à se qualifier, où c'est compliqué. On voit qu'il y a des moyens qui ont été mis en place financiers depuis Tokyo, mais que ça reste quand même à très courte échelle et à très court temps. Donc on voit aussi les voisins, les Anglais, quand ils avaient performé à Londres, ils avaient mis des moyens énormes et ça a duré très longtemps. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on court derrière les Anglais, mais sans vraiment y mettre les moyens qu'on aurait dû mettre, quoi. Et ils ont été mis, mais un peu au dernier moment, et on a toujours cette impression de courir après la carotte et de ne pas avoir le temps de concrétiser ça. Et j'ai un peu cette peur-là. Et la deuxième peur que j'ai, c'est qu'on n'arrive pas à donner un héritage au jeu, et que derrière, on n'arrive pas à donner envie à la population de faire plus de sport ou ces choses-là. Enfin, c'est-à-dire qu'on a une occasion en or. Une occasion rêvée effectivement d'insuffler quelque chose au sein de la société, au sein des plus jeunes et même des moins jeunes, et tu as le sentiment qu'on peut, c'est une possibilité, passer à côté? Ouais, je pense qu'il n'y a rien qui est mis en place. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est mis en place, il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'en termes d'infrastructure et tout, je trouve qu'on a du mal à donner cette impulsion, alors qu'on a justement les moyens de le faire avec les jeux qui arrivent à la maison. Rien n'est perdu encore, mais je veux dire, il faut vraiment prendre le bon virage et y aller, quoi. Et c'est un peu cette crainte que j'ai. Mais après, j'espère me tromper. Prends le bon virage et y aller. On va retenir ces mots. Merci beaucoup, Thibaut Collard, d'être venu nous voir ce matin dans ce nouveau numéro du MAG sur School TV. Un grand merci à Marine Plantec. Merci, Patrice. Pour cette chronique avec Monique, on embrasse. 87 ans, c'est magnifique. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, les amis. Ciao.